Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la FAQ. Alors comme d'habitude, vous avez été hyper nombreux à me poser des questions. J'ai noté tout ça sur la petite feuille pour être sûr de n'en louper aucune. Il y a des questions qui sont plutôt personnelles et des questions qui pourraient se retrouver dans d'autres vidéos, comme la vidéo par exemple sur les défunts ou la vidéo sur les guides. Donc je vais faire un mix, un peu de tout ça. Je vais commencer par les questions qui sont des questions un peu plus génériques de la spiritualité. Et après, j'irai vers des questions un peu plus perso. On est parti. N'hésitez pas à vous installer parce que ça va prendre du temps. Et comme vous le savez, je ne fais pas de montage. Donc on est sur voilà, de la lenteur et du papotage, n'est-ce pas ? Let's go. La première question qu'on m'a posée, c'est y a-t-il une barrière de la langue dans l'au-delà? Est-ce qu'il y a une barrière énergétique également? Notamment, par exemple, les défunts ne peuvent-ils pas se déplacer dans un lieu qu'ils ne connaissent pas? Ou est-ce que l'âme peut être à plusieurs endroits en même temps? Donc, il y a 4 questions dans une seule. Je vais répondre. La première question, est-ce qu'il y a une barrière de la langue dans l'au-delà? Non, il n'y a pas de barrière de la langue dans l'au-delà. C'est-à-dire que si vous allez, j'en sais rien, dans un pays, qu'importe le pays, que vous posez des questions dans un endroit hanté en espérant avoir des retours des fantômes qui peuvent y être, si vous êtes français, que vous posez la question en français, alors que vous êtes, j'en sais rien, en Chine, en Angleterre, ou au fin fond d'un pays dont ils parlent encore une langue morte / ancienne, eh bien vous aurez des réponses quoi qu'il arrive, puisque une fois qu'on est de l'autre côté, il n'y a plus cette barrière de la langue, donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de notion de, bah voilà, t'es dans un pays anglophone, il faut parler en anglais, ou t'es en Chine, il faut parler chinois. Il n'y a vraiment pas de problématique en lien avec ça. L'âme parle toutes les langues. Évidemment que l'incarnation, souvent, voilà, est contrainte à une langue de naissance et à l'apprentissage qu'il peut y avoir si l'âme apprend des langues, mais l'âme est universelle, donc elle répond à toutes les questions. Est-ce qu'il y a une barrière énergétique également? Est-ce que les défunts ne peuvent pas venir nous voir quand ils ne connaissent pas les lieux? Non, les défunts en fait peuvent aller partout et peuvent se scinder. Donc l'âme à plusieurs endroits, oui, totalement. C'est-à-dire que si vous avez perdu voilà, un grand-père, un arrière-grand-père ou quelque chose comme ça, et que l'intégralité de votre famille ou j'en sais rien, vous avez un groupe familial et tout le monde dit oh, à 11h11, on a vu un truc de fou à la maison, on est sûr, c'était papy. Vous allez vous dire non mais attends, moi aussi à 11h11 j'ai eu un truc de fou, oui. Il peut déclencher et manifester à distance à plusieurs endroits à la fois. Donc oui, il n'y a pas de barrière de l'autre côté, il n'y a pas de barrière à l'énergétique. Il n'y a pas de difficulté à entre guillemets descendre voir les vivants sur la terre, mais comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo sur les défunts, il y a des sortes de marches comme des petits escaliers là, et ces petits escaliers, eh bien lorsqu'on atteint une certaine marche, donc une certaine conscience, eh bien malheureusement l'incarnation qu'on a vécue sur Terre est en train de s'effacer petit à petit pour laisser place à une ouverture de conscience bien plus grande et qui fait que par conséquent, on n'a plus forcément... il n'y a plus cette attache qu'on avait aux humains qui sont restés. Elle y est toujours partiellement, mais elle n'est plus, entre guillemets, vous savez, un peu viscérale. Ce truc de se dire, bah nous on décède et on laisse nos enfants sur la Terre. Ça s'estompe petit à petit au niveau de la culpabilité à avoir laissé les vivants, au niveau de la tristesse, etc. Donc plus on monte en conscience et moins on est, on va dire, connecté à ce qui se passe sur Terre, mais ça n'empêche pas voilà, d'être toujours en lien énergétiquement parlant. On m'a également posé la question, et celle-ci je la trouve très intéressante, j'aimerais beaucoup, si la personne qui me l'a posé passe par là, m'expliquer son point de vue dans les commentaires, parce qu'on m'a posé comment cela se passe pour les personnes Alzheimer au niveau de l'âme, comme elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes.
Faut savoir que pour les personnes Alzheimer, ça se passe exactement comme pour les autres gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de traitement d'information qui est différent, dans le sens où c'est le cerveau qui choisit de couper une partie de ses souvenirs. Il faut savoir que d'un point de vue psycho-émotionnel, Alzheimer, c'est une maladie qui est déclenchée parce qu'on a eu un choc traumatique, un choc émotionnel tellement fort que on souhaite enlever ce souvenir de notre tête et par conséquent, on trie les informations. Votre conscient et votre inconscient se mettent d'accord pour trier les informations, qui fait que le souvenir ne reste que partiel et vous vous souvenez globalement que d'une période qui va être une période dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé et vous vous sentez en joie surtout. Donc souvent, c'est des périodes qui remontent à bien avant le traumatisme, bien avant la vie à laquelle ça se déclenche là tout de suite maintenant. Et il y a des personnes qui parfois ont vécu un choc traumatique enfant, l'ont placé sous une petite couverture ou un petit tapis tout mignon, et puis bim bam boum, ça ressurgit à 50 ou 60 ans, et là on peut avoir des prémices d'Alzheimer qui se déclenchent parce que voilà, il y a un rappel du « Ah, putain, j'ai vécu ça, quoi !» et qui peut être particulièrement compliqué pour eux, mais d'un point de vue âme, d'un point de vue, on va dire, karmique, il n'y a pas de différence au niveau du traitement de l'âme. C'est juste leur conscience qui a décidé de trier les informations pour garder que ce qui la rendait heureuse indirectement. Mais c'est pas, ça concerne pas l'âme. Alors, on m'a posé cette question-là et je me suis dit que j'allais la mettre dans cette première partie parce que c'est une question qui est un peu perso, mais j'ai décidé de la mettre dans la première partie parce que je pense que ça peut être intéressant comme ça. J'ai pas d'excuses, je l'ai notée là. Elle aurait dû être dans la deuxième partie. La meuf. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en roue libre? Non, pas du tout. Qu'est-ce que je n'aime pas chez l'humain? Alors, il faut savoir qu'il y a peu de choses que je n'aime pas de l'humain, puisque en tant que thérapeute, en tant qu'indirectement psychologue, parce que dans mon process et dans les formations que j'ai fait, il y a des formations de psychothérapie et de psycho tout court, mais je pense que ce que je n'aime le moins, que ce que je peux aimer le moins chez l'humain de manière générale, à titre personnel, c'est l'intolérance. Quand je parle d'intolérance, je parle bien évidemment toutes les formes d'intolérance, mais surtout le fait que certains pensent détenir une vérité et l'imposent à d'autres en pensant qu'ils ne détiennent que la vérité. Par exemple, pour vous donner une petite idée, sous une des vidéos que j'ai fait, un react que j'ai fait, je crois que c'était un react de Marie de Enjoy Phoenix à l'époque, il y a une dame qui m'a mis oh là là, mais les personnes qui voient les défunts, c'est pas possible, c'est des gens qui sont incarnés par le diable, donc tournez-vous vers Jésus et tout ira mieux pour vous. Et en fait, ça, vous voyez, c'est un commentaire pour moi qui est passif-agressif. C'est un commentaire qui n'a pas lieu d'être, pour la simple et bonne raison qui dit que je ne suis pas tournée vers Jésus. Rien. Il y a un truc comme ça qui me fascine et à la fois m'emmerde profondément chez l'humain, c'est ce côté à faire des suppositions et penser que voilà, il n'y a qu'une vérité. Pourquoi on ne pourrait pas être dans l'ésotérisme et croire en Dieu? Alors évidemment, la notion de Dieu est différente chez chacun, mais pourquoi on ne pourrait pas en fait combiner les deux? Tout simplement. Pourquoi on ne pourrait pas genre juste être plus tolérant? Pourquoi on ne pourrait pas juste se dire ok, cette personne-là fait des trucs bizarres ou que je comprends pas? J'aimerais bien savoir pourquoi je rentre dans cette réaction-là de oh là, non mais de toute façon, lui, avec que de la merde, n'importe quoi. Bah non, pourquoi
au contraire, tu vas pas genre poser la question, écoute, voilà, je trouve que c'est bizarre ce que tu fais, ça m'intrigue, et j'aimerais comprendre le sens de tout ça, plutôt que juste de juger et de pointer du doigt. Euh, c'est quelque chose qui m'agace particulièrement chez l'humain. Donner son corps à la science, est-ce que ça a un impact sur l'âme? Non, pas du tout. Le corps, c'est le vaisseau terrestre. Alors évidemment, faut en prendre soin, faut le nourrir correctement, faut lui apporter tout ce dont il a besoin. Parce que c'est un peu comme si vous rouliez avec une bagnole sans jamais changer vos pneus, sans jamais faire de vérification de l'huile, du moteur et de tout ce qui fait que tout ça tourne. Donc, il y a une notion de quand même faire attention à son corps. Le problème, c'est que la manière dont on nous l'a inculqué dans notre société n'est pas la bonne manière d'en prendre soin. Voilà. Donc, est-ce que donner son corps à la science a un impact sur l'âme? Non, pas du tout, puisque c'est un dernier don que vous faites et qui peut aider beaucoup à la fois de personnes si vous êtes donneur d'organes et à la fois, voilà, on va dire d'un point de vue scientifique. Mais non, ça n'a pas d'impact sur l'âme. Est-ce qu'on peut avoir des dons de médiumnité sans le savoir? Au départ, j'ai voulu répondre non à cette question, mais je pense que oui, partiellement, dans le sens où tu peux voir des choses, comme moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Je voyais l'avenir, je voyais les défunts, je pensais que c'était le cas de tout le monde. Je vous en ai parlé dans le podcast que j'ai fait où je parle de moi et de mon expérience personnelle. Et où je vous dis, moi j'ai compris que j'étais pas comme les autres quand j'ai eu genre 14-15 ans. Mais parce que jusqu'à 14-15 ans, pour moi, tout le monde faisait comme moi. Genre vraiment. Je me disais, bah, tout le monde voit les défunts, tout le monde parle avec, tout le monde transmet des messages, tout le monde voit des trucs chelous, enfin voilà. En sachant que, faut savoir que les médiums, c'est le support de communication entre le haut et le bas et le milieu. On n'a pas tous la même fonction. Il y a des médiums qui communiquent avec le peuple de la nature, ils parlent avec les elfes, les fées, les lutins, les dragons. Moi, c'est pas mon cas. Je suis très tournée vers la voyance et l'avenir de manière générale, ainsi que la communication des défunts. Je peux entrer en contact avec les énergies d'un terrain ou les énergies générales d'un lieu de vie. Et donc avoir son histoire au travers de ce que je canalise. Mais par exemple, je pourrais faire du contact animal, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je n'en propose pas, tout simplement. Il y a des médiums qui ont la capacité de faire beaucoup de choses, mais qui se concentrent que sur l'essentiel, on va dire, ou ce qui leur semble essentiel. Techniquement, sur le papier, on a la possibilité de tout faire et de tout transmettre, mais voilà, on choisit un peu son domaine de prédilection. Donc j'ai envie de te dire, oui, tu peux avoir des dons de médiumnité sans le savoir, mais pour moi, c'est plutôt l'enfance que ça concerne. Pour moi, ça se révèle quand tu es ado ou jeune adulte. Tu ne peux pas passer à côté de ta médiumnité. Est-ce que les donneurs d'organes transmettent leur âme, leur bagage positif ou négatif lorsqu'ils donnent du coup donc leurs organes? Non, ils transmettent pas leurs âmes parce que encore une fois, le corps, le vaisseau, juste voilà, il n'y a pas de notion. L'âme est bien distinguée en fait du corps et donc du vaisseau terrestre. Il n'y a pas voilà, ils sont ensemble, mais ils ont leur comment dire. On va dire que c'est deux éléments qui sont ralliés ensemble, qui ne font qu'un quand ils sont ensemble, mais qui ne sont pas. Ils sont totalement indépendants l'un de l'autre. Est-ce que c'est clair quand je réponds à cette question? Par contre, vous transmettez vos mémoires cellulaires. Il faut savoir que lorsqu'on a
une greffe d'organes, il y a dans les organes des émotions. On a par exemple au niveau de la rate, c'est toutes les choses qui sont en lien avec le passé. Les poumons, c'est en lien avec la respiration, mais aussi la tristesse. Tout ce qui est le foie, la colère, les reins, la peur, etc. etc. Le cœur, c'est le centre de beaucoup de choses d'un point de vue psycho-émotionnel. Et donc par conséquent, lorsqu'on vit un trauma, on a des émotions qui sont stockées au niveau de nos organes. Lorsqu'on est, on a ces émotions-là qui nous sont transmises de parents à enfants, puisque elles font partie de nos mémoires cellulaires et par conséquent, certains organes peuvent avoir ce qu'on appelle des marqueurs épigénétiques, c'est-à-dire que c'est une marque, un peu comme Harry Potter avec sa cicatrice, c'est une marque d'un trauma qui porte sur son corps, qui est notifié au niveau de son corps, mais c'est notifié à plus que ça, puisque ça va être notifié aussi au niveau de ses organes. Et si vous voulez, au niveau de ce que ça vient engendrer, eh bien, ça peut venir engendrer des peurs qui sont en lien avec le porteur d'avant. C'est-à-dire que si vous donnez, j'en sais rien, vos reins, dans les reins, c'est la peur qui se manifeste. Si vous donnez vos reins et que le gars, avant de se faire greffer, j'en sais rien, n'a pas peur de l'eau ou de la mer ou quoi que ce soit, et qu'après sa greffe, il a une peur terrible d'aller en mer, eh bien, on peut avoir un marqueur épigénétique qui est en lien avec la personne qui est le donneur d'organes et le receveur. Est-ce que j'aurais des conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans les guidances d'apaisement? Lancez-vous. C'est un conseil, ça. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Quel conseil je pourrais vous donner? J'aurais envie de vous dire, lancez-vous, parce que qu'importe ce que vous donnerez comme message, ce sera le message que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il n'y a pas à demander à la personne si ça lui parle ou si ça lui parle pas. C'est ce que vous canalisez ou c'est ce que vous voyez au travers des cartes au moment où vous donnez le message, et la personne le reçoit tel qu'il doit le recevoir. C'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé, ça, au cours de ma vie. Hein. Est-ce que je me suis déjà trompée dans une guidance? Et c'est une question qui est difficile à dire parce que j'ai tendance à dire que non, on ne se trompe pas. Je ne dis pas que moi, je ne me trompe jamais. Je dis non, on ne se trompe pas pour la simple et bonne raison qu'on donne le message qu'on reçoit là-haut. Par exemple, il y a quelques années, j'ai une de mes potes qui m'a dit « Est-ce que je vais réussir à vivre de ma société ?» Et je lui explique que c'est un peu, pour moi, flou parce que je ne la vois pas forcément exploser et avoir un bon revenu en lien avec ça. Et que par conséquent, je la vois peut-être retourner à un truc de salariat le temps de quelques mois. Comme si ce truc de salariat allait être un gros déclencheur dans sa tête et se dire « Ok, je ne veux vraiment plus de cette vie de salarié. Je veux vraiment vivre de mon métier d'entrepreneur, donc je vais tout faire pour vivre de mon métier d'entrepreneur. » Et en fait, elle m'a envoyé un message quelques mois, années plus tard, et elle m'a dit « Je suis trop contente, je vis de ma boîte, et je n'ai pas eu à reprendre un métier de salariat, donc tu t'es trompée. » Et en fait, en parlant un peu avec elle, je lui ai dit je pense que le message qu'on m'a donné là-haut à ce moment-là, c'était aussi le message que toi, tu étais en mesure d'entendre et de comprendre à ce moment-là. J'entends par là que vous savez, depuis qu'on est tout petit, selon notre éducation, il y a des enfants à qui on va dire « Ouais, t'y arriveras jamais, nanana », et qui vont se dire « Ah ouais? Ah ouais? T'es sûr que j'y arriverai jamais? T'inquiète. Je vais tout faire pour te montrer que je suis capable. » Alors qu'il y en a d'autres, tu leur dis qu'ils vont jamais y arriver et ils vont le prendre au premier degré et se dire « Ok, je suis capable de rien du tout. » Et en fait, je pense qu'on m'a donné ce message-là pour elle à ce moment-là parce qu'il y avait cette notion de si je lui dis que tout va réussir et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, eh bien, elle va peut-être rester dans ce truc de un peu zone de confort, pas forcément lancer de projet en se disant « Oh, je me la coule douce, machin, nan. » Alors que le fait de lui donner cette info-là,
elle change en fait quelque chose au niveau de son libre arbitre, où elle se met plus en mouvement et elle se dit « Ah non, 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 hein. Je veux surtout pas retrouver un poste de salarié, donc je me sors les doigts pour aller vers cette destination-là, qui est de gagner ma vie avec mon travail d'entrepreneur. » Et en fait, je pense que la différence, elle est là. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que pour moi, lorsqu'on fait des guidances, que ce soit des guidances psychologiques, d'apaisement ou qu'importe, divination comme vous les appelez, le message que vous transmettez, pour moi, est toujours juste. On ne se trompe pas, on donne juste ce que l'on ressent, ce que l'on reçoit. Et évidemment, ça peut changer parce que le libre arbitre fait le mouvement. Moi, des fois, j'ai fait des guidances à des nanas et je leur ai dit, attention, on me dit que là, tu vas replonger dans un truc un peu toxique avec ton ex, machin, nanan, et attention, parce qu'il pourrait y avoir un bébé qui ne serait pas du coup voulu de cette histoire. Et la nana m'a regardé, m'a dit jamais de la vie ça réarrivera. Jamais de la vie. Je l'ai recroisée là il y a 2-3 semaines et elle m'a dit putain, tu te souviens le truc que tu m'avais dit Elle me dit ouais, bah ouais, effectivement, on a recouché ensemble, machin nanan. Et j'ai eu un tilt où j'ai dit putain, Pauline elle m'avait dit ouais, de la guidance, fais attention, tu pourras avoir un bébé, nanan. Et bah elle me dit c'était moi une. Donc, qu'importe ce que vous transmettrez comme message, pour moi en fait ce sera toujours juste. On ne peut pas se tromper dans ce qu'on donne. Évidemment, la personne qui le reçoit peut ne pas avoir envie d'entendre le message, parce que c'est souvent ça qui se passe. Hein. Quand la personne vous dit « non, non, ça ne me parle pas », c'est soit qu'elle est dans le déni, soit qu'elle ne veut pas entendre, soit que ça n'est pas encore arrivé, et par conséquent qu'elle n'est pas confrontée au problème. Mais le message est toujours juste. Qu'importe ce qui se passe, le message est toujours juste. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est celui-là. C'est « vas-y ». N'aie pas peur voilà, qu'il y ait des gens qui disent ouais, ça me parle pas ou machin, nanana. Ça leur parlera peut-être avec voilà, un peu de recul ou en différé, mais pour moi le message est toujours juste et il est toujours ce qu'on doit recevoir dans l'instant T. Comment différencier un vrai d'un faux médium? Est-ce qu'il y a des signes? Alors, j'ai envie de vous dire que il y en a plusieurs, mais celui que je trouve le plus flagrant, c'est le fait qu'on ne vous pose aucune question. Si jamais il y en a qui sont déjà venus me voir en conférence, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire de comment vous m'avez perçu en conférence et ce que vous avez perçu de ce que je fais en conférence et la manière dont j'annonce les messages. S'il vous plaît, avec beaucoup d'amour. Pour la simple et bonne raison que quand on est en... Alors, il y a un truc que je vais de suite, on va dire, débunker parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais nanana, quand quelqu'un vient pour un rendez-vous, tu peux aller faire des recherches sur la personne avec les réseaux, machin, nanan. Maintenant, on sait ce qu'ils font dans la vie, on sait quel âge ils ont, on sait qu'ils sont mariés et ou pas, etc. Oui, il y a très certainement des gens qui le font. Mais c'est là que je veux en venir, c'est que des vrais médiums ne vous poseront jamais la question de l'âge que vous avez et ils n'ont même pas besoin de connaître votre prénom. C'est-à-dire que moi, quand je fais des conférences, la personne me pose une question, je ne sais pas quel âge elle a, je ne sais pas où elle habite, qu'est-ce qu'elle fait, si elle est en couple ou pas, si elle a des enfants ou non, etc., etc. Je réponds à sa question, j'y réponds sans support, j'ai pas de carte, j'ai pas de pendule, j'y réponds vraiment avec clairvoyance et clairaudience. Et la plupart des gens qui sont venus me voir en conférence me disent « Putain, c'est ouf la manière dont tu peux répondre à des gens, c'est incroyable. » Il y a même des gens qui m'ont dit « Putain, mais comment vous faites ?» Parce qu'ils ne connaissaient pas ce truc de clairvoyance, clairaudience. Et donc quand je leur dis « Ouais, c'est clairaudience, clairvoyance », ils me regardent en mode « De quoi elle parle, la dame ?» Donc là, je me lance dans des explications un peu plus profondes. Voilà, clairaudience, clairvoyance, je suis médium. Mais si vous voulez, c'est des trucs où pour moi, un vrai médium n'a pas besoin de support, déjà dans un premier temps. Il n'a pas besoin de connaître votre vie. Il n'a pas besoin de connaître votre prénom. Il n'a pas besoin de connaître votre date de naissance.
J'ai la sensation comme ça qu'un faux médium pourrait peut-être vous faire parler. Je vous avouerai que je n'en côtoie pas, donc là, comme ça, c'est un peu le truc que je ressens, en mode, il vous pose mille et une questions, ah ouais, mais t'es en couple ou pas, et dans ton couple, enfin, tout se passe bien, ou ça se passe pas bien, puis t'as des enfants, ou... Parce que en fait, on peut faire une sorte de, comment dire, on peut faire une sorte de réflexion un peu basique. Ah ouais, il a 30 ans, il va peut-être commencer à vouloir se marier, avoir des enfants, acheter sa maison. Vous voyez, un peu le basique de la vie humaine, en fait. Hein. Ah, il a 60 ans, bah, il va commencer à préparer sa retraite. Cette personne-là a 20 ans, donc elle est au tout début de sa vie. Elle a peut-être pas ci, pas ça, pas le bagage que quelqu'un a quand il a 30 ou 40 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça, indirectement, c'est du mentalisme. Moi, c'est des informations que je ne demande jamais. Quand je tire les cartes, que ce soit quand je fais des vidéos YouTube ou quand je tire les cartes avec des personnes que je reçois en prestat privé, puisque en prestat privé, souvent j'ai un support de cartes où vous voyez les cartes, et je le dis à toutes les personnes à qui je fais des guidances privées, c'est un mélange des cartes pour que vous ayez un visuel, parce que pour la plupart des humains, en fait, le fait qu'il y ait un visuel et pas le fait de me voir moi, ça permet de mieux imprimer, parce que souvent vous allez vous souvenir de la couleur d'une carte ou de l'effondrement ou de la violence un peu de la carte, alors que si vous voyez juste ma gueule parler, vous allez retenir que les infos positives. Donc il y a aussi cette notion-là que j'ai choisie en privé, de mettre les cartes, mais j'ai plein d'infos qui viennent en clairvoyance, et des fois je m'arrête, des fois je décris des bâtiments, des fois voilà je parle de ci, ça, et les gens me disent putain mais attends c'est ouf, c'est la maison que j'ai vue et que j'espère pouvoir acheter, ou j'ai vu une maison comme ça il n'y a pas si longtemps et j'ai hésité entre deux. Il y a des trucs comme ça des fois qui peuvent être très précis. Donc j'ai aussi envie de te dire que les médiums, ils ont un côté où ils peuvent être très précis. C'est pas forcément le cas pour tous, enfin pour toutes les personnes qui nous parlent, parce que moi il y a des fois où je fais des réponses à des questions ou des contacts défunts où on a plein d'informations à qui bah voilà la personne ça lui parle mais que partiellement, ou qu'il y a des comment dire des fois on a des aspects de la vie que la personne ne connaît absolument pas, genre enfin si je vous parle de la jeunesse de votre grand-père qu'il est en train de me dire, ou dont il est en train de me parler, il y a peu de chances, à moins que vous saviez tout de votre grand-père, il y a peu de chances que vous ayez ces éléments-là. Donc, du coup, voilà. Et après, j'ai envie de vous dire que le médium, il peut vous sortir des trucs un peu bluffants, vous voyez. Par exemple, j'en sais rien, tu vois, si tu vas... tu vas à une conférence, comme moi je fais des conférences de médiumnité, tu poses une question, tu poses la question basique, qu'est-ce que je dois recevoir comme message, par exemple, je vais vous donner ces deux exemples-là parce que je pense que ça vous parlera. La dernière conférence que j'ai fait, c'était il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. Ouais, début octobre. Il y a une dame qui est venue me voir en conférence et elle me dit est-ce que je peux avoir un message libre? Qu'est-ce que je dois recevoir comme message dans l'instant T? La première info qu'on me donne, c'est il faut qu'elle se réouvre à l'amour. Je pose la question à la dame, je lui dis est-ce que tu es en couple? Et elle me dit non. Et je lui dis je ne sais pas pourquoi. Depuis que tu m'as posé cette question, là-haut, ils me disent en boucle il faut te réouvrir à l'amour, il faut te réouvrir à l'amour. Il faut que tu acceptes et que tu réouvres ton cœur. Là, la dame s'effondre en pleurs et elle me dit écoute, j'ai perdu l'homme de ma vie, on était ensemble depuis 25 ans et je n'arrive pas à passer à autre chose. Et là, ça se transforme en contact défunt où il y a son partenaire qui de suite arrive et me dit voilà, je suis partie comme ça, il y a eu ça, je suis hyper triste de la voir dans cet état, etc. J'aimerais vraiment bien qu'elle refasse sa vie, mais je comprends, c'est difficile parce que voilà, on était hyper heureux et tout allait hyper bien dans notre vie. Je suis partie un peu brutalement. Il m'explique comment il est décédé.
Et je dis à la dame, je dis, ton compagnon, il est parti de ça. Et elle me dit, oui, et ça a été très dur, etc. Et donc, elle me redit indirectement ce que le défunt me disait juste avant. Et j'ai dit, ouais, mais je pense que il aimerait vraiment bien que tu te remettes avec quelqu'un. Et il en a besoin, en fait, quelque part, que tu te réouvres à l'amour et que tu te réouvres indirectement à ce bonheur-là. Et son message, c'était ça. Et pareil, la nana, je ne la connais pas, je connais pas son prénom, je sais pas son âge, je connais pas son parcours de vie. Donc c'est des trucs que tu ne peux pas... tu peux pas sortir au hasard, si tu veux. Tout comme il y a une dame qui m'a posé la question et elle me dit « J'aimerais avoir un message de mon jardin ». Donc là, tu vois, je me connecte à son terrain, je passe par elle, je me connecte à son terrain. Et là, de suite, il y a le petit peuple qui me parle du fait qu'ils ont abattu un arbre et que ça plaît pas du tout au petit peuple du jardin. Et donc là, je me dis, on va commencer à entamer un discours un peu barré. Donc, alors pour celles et ceux qui sont déjà venus me voir en conférence, vous savez comment je suis, hein, c'est un mix entre une conférence et un spectacle, je crois. Une conférence et un one-woman show. Parce que du coup, je dédramatise beaucoup de situations en apportant beaucoup de joie et voilà, ça rigole beaucoup dans la salle quand je fais des conférences. Et donc, quand j'entame la conversation avec cette dame-là, je dis, écoute, tu as coupé un arbre sur le terrain. Je dis, il n'y a pas si longtemps. Et je dis, ça plaît pas du tout, du tout, du tout. Je dis, parce que c'était le lieu de vie de pas mal d'elfes, de fées sur ton terrain. Et là, je me retourne parce qu'elle était sur ma gauche et je me retourne du coup vers le reste de la salle et je fais attention, on entame une médiumnité un peu farfelue, chelou, perché, coucou, team perché. Donc du coup, les gens rigolent parce qu'il y a énormément de gens qui ne croient pas au peuple de la nature. Alors, ils n'aiment pas qu'on les appelle le petit peuple, donc il vaut mieux les appeler le peuple de la nature. Et donc, en fait, elle m'explique que oui, il y a effectivement un saule pleureur sur son terrain qu'ils ont dû couper en deux parce qu'il y avait une partie qui était totalement gangrénée et qu'elle était en train de pourrir l'intégralité du reste de l'arbre et qu'ils se sont posé la question, est-ce qu'on l'abat ou est-ce qu'on abat que la moitié? Et ils sont partis sur, on abat la moitié. Et je lui ai dit, écoute... ils aimeraient vraiment bien que tu honores et que tu t'excuses d'avoir fait ça, que tu leur expliques surtout la démarche. Et le soir, elle m'envoyait sur Instagram, elle avait mis une petite bougie, elle avait mis, elle avait fait comme un espèce de petit rituel avec une sorte de prière en disant voilà, je suis désolée d'avoir cassé votre lieu de vie, mais c'était essentiel parce que nous, en tant qu'humains, voilà, l'arbre était un peu vermoulu de l'intérieur et c'est un arbre qu'on adore et qu'on ne veut pas perdre, etc., etc. Et genre, 3-4 jours après, une semaine tout au plus, elle m'a envoyé un message, elle me dit regarde, et elle m'a envoyé une BD d'un truc sur les elfes. Et je lui ai dit, bah écoute, je pense que c'est un beau message qu'on te donne et que l'univers te donne au travers de ce livre-là. Et en fait, ça, encore une fois, c'est des trucs que la précision, un bon médium, il pourra avoir des trucs précis. Une date précise, un prénom précis. Ça, encore une fois, ça n'arrive pas pour toutes les personnes qui nous parlent. Mais par exemple, moi, dans l'assemblée, il y a souvent des personnes où je dis « Pourquoi on me dit que l'année de tel âge était hyper importante il s'est passé un truc cette année qui a changé ta vie à jamais. » C'est pareil. Enfin, tu sors pas un truc au pif. Ah ouais, l'année de tu vois, ça c'est pareil. J'ai pareil une fois une dame qui me dit oui, je comprends pas, j'arrive pas à trouver l'amour. Et j'entends c'est à cause de Karim, c'est à cause de Karim, c'est à cause de Karim. Et je lui dis c'est qui Karim? Je lui dis on me dit que c'est à cause de Karim. Je lui dis il y a un truc avec un Karim là. Je lui dis qu'est-ce qu'il a fait le Karim? Et elle me dit, bah écoute, Karim, il m'a ghosté du jour au lendemain, on était fou amoureux, il me disait qu'il m'aimait, machin, nan, et du jour au lendemain, il est sorti de ma vie et j'ai plus eu de ses nouvelles. Ça, c'est pareil. C'est des trucs où un mauvais médium ou quelqu'un qui n'est pas médium, il pourra pas vous sortir des trucs précis comme ça. Tout comme les contacts défunts. Moi, j'ai fait des contacts défunts où je donne des trucs qui sont hyper précis, que la personne fait, vous savez, un peu honteusement dans son coin ou des trucs comme ça. Tu sais précisément ce qu'elle fait,
à quelle période elle le fait, comment elle le fait. Donc, c'est des trucs que quelqu'un qui n'est pas médium ne peut pas savoir. Donc après, j'ai envie de vous dire, allez-y au flair. Si vous sentez pas la personne, n'y allez pas. Il y a des médiums avec qui vous passerez mieux qu'avec d'autres. Moi, il y a très certainement des gens qui ne me sentent pas parce que je leur plais pas, parce que je leur renvoie quelque chose qui ne leur plaît pas. Et c'est totalement ok, c'est leur droit. Mais essayez de sentir ce qui se passe un peu dans votre corps pour savoir si oui, non, c'est du fake. Et après, j'ai aussi envie de vous dire que voilà, je pense que des bons et des vrais bons médiums, c'est des personnes qui font aussi ce qu'on est nombreux à faire, de la salle, parce qu'en fait, c'est en direct, tout simplement. Et en direct, t'as pas de filet, quoi. T'es pas là en train de te dire, ah oui, alors je me rattrape si ça, ou j'en sais rien, c'est que tu n'as pas de filet. Y a pas de sécurité, en fait. Tu dis ce que t'as à dire, tu te plantes. Donc, quelqu'un qui fait de la salle et qui se plante constamment, bah, il en fait qu'une seule, vous voyez? Alors que quelqu'un qui est bon, eh ben, il va en faire plusieurs. C'est pas forcément des médiums connus, hein. Moi, je pense que je suis pas... Enfin, je suis pas hyper connu. Au total, sur mes supports YouTube et Instagram, j'ai 7000 abonnés qui me suivent. Mais 7000, c'est que dalle, à côté de d'autres qui ont voilà, 100 000 et quelques abonnés. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas la notoriété des fois qui fait le truc. Parce que je connais des médiums qui ont une grande notoriété et qui, pour moi, ne sont pas très alignés. Mais il y a une notion, voilà, d'y aller avec le cœur, de donner les bons et vrais messages. Et surtout, un peu de bluffant, quoi. Nous avons ensuite, est-ce que des âmes peuvent se suivre dans plusieurs réincarnations si leur mission n'a pas été complétée ou aboutie? Oui, complètement et totalement. Pourquoi l'univers ne répond pas à ma demande? L'univers ne répond pas à ta demande parce que soit tu n'es pas prête, soit il estime que ce n'est pas pour toi et que tu demandes avec l'ego, soit c'est un manque de lâcher prise. Souvent, c'est un des trois. Des fois, on va demander quelque chose en se disant je veux impérativement ça, et je le fais aussi. Hein, donc voilà, hein, c'est là, j'habite dans une cage à lapins. Aujourd'hui, j'aimerais avoir ma maison à moi, plus grande, plus d'espace, plus d'air. Je sais qu'elle va venir. Ça fait 6 ans que je l'attends, mais je l'attends. Voilà, on patiente. Donc, partez du principe que si vous ne l'avez pas et que l'univers ne répond pas à votre demande, soit ce n'est pas le bon moment, soit c'est que c'est pas pour vous, soit c'est que vous êtes dans une demande qui est juste, mais qui n'est pas... qui est tellement, comment dire... c'est un couteau que vous mettez sous la gorge de vos guides. Vous voyez, moi, je leur ai déjà dit plusieurs fois, parce que nous, on aimerait agrandir notre famille, et je leur ai dit plusieurs fois, mais là, les gars, vraiment, s'il y a bien un moment de ma vie où j'ai du temps à consacrer à des enfants en plus de ceux que j'ai, bah c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, quoi. Et en fait, bah, l'univers décidera de quand est-ce qu'il doit venir, à quelle heure et à quel moment. Et peut-être qu'à ce moment-là, je serai complètement sous l'eau parce que je ferai des conférences à travers toute la France et à travers plusieurs pays, que je serai, j'en sais rien, à 15 000 abonnés, et que j'aurai moins de temps à consacrer aux enfants, mais peut-être que l'univers les fera venir à ce moment-là, parce que il faudra qu'ils viennent à ce moment-là justement pour me reconnecter au corps, reconnecter à la famille, et plus être dans le être que dans le faire. Donc, il n'y a jamais de hasard là-dessus, mais je comprends que l'impatience et l'ego de l'humain puissent être compliqués, puisque c'est aussi compliqué pour moi. Est-ce que tu fais des consultations et tu fais quoi exactement? J'ai bien aimé ça. Tu fais quoi exactement? Oui, je fais des consultations. J'ai 3 types de prestations particulièrement, puisque mon métier, c'est de travailler les mémoires cellulaires,
Les mémoires cellulaires, c'est donc des cellules qui sont dans votre corps, qui sont en lien soit avec votre âme, donc ce qu'on appelle les mémoires karmiques et les mémoires cellulaires transgénérationnelles, les mémoires que vous avez au niveau de votre lignée humaine et connectée à l'incarnation terrestre, et de venir faire le tri des patates et comprendre pourquoi vous souffrez dans votre vie et qu'est-ce qu'on peut démêler à ce moment-là. C'est un travail que j'adore parce que c'est un travail qui est... en fait, je ne fais que ça comme soin. C'est des soins que je fais majoritairement en distanciel, puisque je fais des constellations familiales où on vient travailler du transgénérationnel, on vient papoter, on vient dénouer tout un tas de blocages au travers d'une communication et au travers de constellations familiales. Avec la médiumnité, évidemment, j'ai tout un tas d'éléments qui viennent en plus du reste. Et je fais aussi donc des soins de l'âme qui sont des soins de recouvrement d'âme. C'est des soins que font les chamans. La plupart du temps, les gens qui en font, c'est des chamans. Je ne me connecte pas aux annales akashiques pour aller récupérer l'âme. Je passe par autre chose. Et on vient récupérer en fait le morceau d'âme qui a été figé dans une vie antérieure. On ne peut pas perdre de morceau d'âme, mais il peut rester coincé dans une vie antérieure parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans cette vie-là. Donc le but, c'est de le décristalliser et de lui redonner vie dans votre incarnation à vous. Je fais aussi des guidances. J'ai 3 types de prestations de guidance avec les tirages flash. Il y a souvent une seule date, un seul créneau qui est disponible par mois, mais je réponds aux questions toutes les 24-48 heures au maximum. Et il y a aussi donc les guidances du fan, qui sont des petites guidances du message du moment que vous devez recevoir. Et les guidances grand cerf, qui sont des guidances qui durent 1 heure et quart, dans laquelle je viens vous donner tout ce qu'on a à vous donner. Je vous pose 0 question, à part si je vois que votre tirage est flou et je vous dis « Attends, c'est bizarre là, ça... Pourquoi il y a 2 mecs ou 2 meufs ou 2 lieux de vie dans ta vie là ? Je veux savoir. » Et la personne me dit « Ah ouais, c'est parce qu'en fait, je suis en couple, mais j'ai quelqu'un à côté. » D'accord. Donc, des fois, voilà, je pose des questions comme ça pour en fait, aller au plus vite dans l'information. Parce qu'après, vous pouvez me tester en disant non, non, non. Ah, bah, c'est bizarre parce que ça sort dans ton tirage. Ça sort dans le tirage, c'est que voilà, c'est que c'est là. Et voilà. Et à la fin, si la personne a toujours des questions qui sont restées sans réponse, et ben on peut les poser, on ira décortiquer tout ça. C'est les 3 seuls prestats que je propose, les soins de l'âme, les guidances et les soins rompre les schémas et blocages où on vient faire des constellations familiales. Je fais des soins confort et des soins pour enfants à côté qui amènent de la douceur et où je viens nettoyer tout un tas de choses. Voilà. As-tu encore besoin de t'affranchir du regard des autres? Oui, évidemment. Évidemment que oui. En fait, j'ai confiance en moi. J'ai pas une confiance absolue en moi, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je fais. Mais il y a forcément des environnements dans lesquels je me sens moins moi-même, ou plus jugée, en tout cas. Et où c'est pas forcément toujours facile et évident. Et puis évidemment, les jours où je suis un peu moins dans la joie et un peu moins, du coup, peut-être ancrée, ouais, forcément, t'es plus atteignable par une phrase con que quelqu'un dit sur toi. Est-ce que tu es souvent épuisé par ton travail? Oui, j'ai vraiment mis une routine en place alimentaire et hygiène de vie là depuis septembre parce que j'ai fait 2 burn-out l'année dernière et que j'essaie vraiment d'éviter ça au maximum. Donc voilà, je me suis mis un objectif de me coucher plus tôt, de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai limité mon temps d'Instagram à 1 heure par jour et que j'ai retiré les notifications d'Instagram. Parce que moi, je suis Miss, il y a un point bleu sur mon téléphone, la petite notification lumineuse, là, je suis là. Et je regarde du coup tout ce qui se passe. Enfin, un enfer. Donc oui, ça m'arrive souvent d'être épuisée. C'est pas forcément
c'est pas forcément mon travail qui m'épuise en soi, mais c'est plus la demande extérieure. Je pense que ce qui me fatigue, c'est qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, non pas beaucoup, mais quelques-uns qui me contactent en pensant que je vais les sauver, en pensant que je suis une magicienne et en pensant que je vais faire ça et que tout va être réglé. Alors que l'accompagnement par un thérapeute énergétique, c'est un 50-50. Et il y a énormément de gens qui me disent chaque jour que je les ai aidés de fou, que mes vidéos aident de fou, que mes podcasts les aident de fou, qu'une consultation avec moi, ça a changé leur vie. Ok, c'est génial. Mais il y a à côté de ça, voilà, 4, 5, 6 personnes qui sont des personnes qui sont dans une victimisation constante et qui n'arrivent pas à aller de l'avant et qui cherchent vraiment à être sauvées. Et ça a tendance à me fatiguer parce que en fait, personne ne peut le faire à part eux. Et je trouve ça déroutant qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que si eux n'ont pas le déclic, personne ne l'aura et pour eux et personne ne pourra faire les choses pour elles, quoi. Est-ce que tu as aussi des visions pour toi et pour ta famille? Oui. Oui, par contre, les visions... Alors, les visions qui concernent... Alors, je vais vous expliquer ça d'abord avant de vous expliquer le reste. Il y a mon noyau familial, donc mon compagnon, mes enfants et mes animaux. Et il y a le deuxième cercle qui est mes parents, ma fratrie, etc., mes grands-parents, tout ça, tout ça. Lorsque ça concerne mon noyau, donc mon compagnon et les enfants, c'est un noyau qui est un noyau où je perçois des choses, mais où c'est toujours subtil. Pour le noyau de mes parents, mes grands-parents, etc., là j'ai des flashs qui sont des flashs qui arrivent tels qu'ils arriveront dans la vie. Mais pour le noyau subtil, notre noyau, mon noyau familial, ce qui habite dans ma maison, quoi, ouais, mais ils font du rébut. Ils font du rébut. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui connaissent ma vie et pour celles et ceux qui savent dans quelle tourmente je suis depuis quelques années, on m'a montré un flash 2 ans avant que ça n'arrive et dans le flash qu'on me montrait, on me montrait une immense vague qui emportait tout sur son passage dans l'école de ma fille. À savoir que ma fille, à l'époque, était dans une école au bord de l'eau. C'est-à-dire que dans sa cour, il y avait des grandes baies vitrées où on avait la vue sur la mer. Parce qu'elle était vraiment, genre, pas en bord de falaise, mais presque, quoi. Et on me montrait une vague qui emportait tout sur son passage. Je récupérais ma fille, qui était toute petite, hein, parce qu'elle avait, 4-5 ans. Et je lui demandais de se cacher les yeux parce qu'on allait faire un jeu, on allait jouer à cache-cache. Je l'emmenais quelque part pour lui faire une surprise. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en train de circuler entre des corps qui flottaient à la surface de l'eau. Je passais devant la maison qu'on avait achetée avec son papa. Et je me disais, ok, cette partie-là de ma vie n'existe plus, je termine un cycle. Et alors là tu t'interroges, là tu te dis, d'accord, on va se prendre une vague sur le coin de la gueule, ça va être quoi? C'est un tsunami, Après tu réfléchis, tu te dis, non, c'est pas possible. Un tsunami dans la rade de Brest, ça me semble compliqué. À moins qu'il y ait ça me semble compliqué. Donc tu réfléchis, ok, les vagues, la mer, quelque chose qui t'emporte, qui fait comme un raz-de-marée qui t'emporte et qui emporte tout sur son passage. C'est moi qui sauve ma fille et c'est moi, ou grâce à moi, qu'il y a quelque chose qui se termine parce qu'il faut que je la préserve de quelque chose. Et en fait, quand tu arrives à décortiquer le rébut, tu sais toujours pas de quoi ça cause 2 ans avant, mais quand 2 ans après ça arrive, tu te dis, ok, c'était ça l'info. Et l'info, on ne pouvait pas me la donner de but en blanc parce que sinon, j'aurais tout fait pour que ça n'arrive jamais. Et comme il faut qu'on vive certaines expériences, ils peuvent pas me montrer, pour mon noyau principal en tout cas, ils peuvent pas me montrer les choses telles qu'elles arriveront, pour certaines choses en tout cas, parce que sinon, je changerai le cours du destin.
On m'a demandé également comment fais-tu pour que les défunts ne viennent pas te parler? Je fais pas. Souvent, quand ils m'embêtent un peu trop la nuit, je leur dis repassez plus tard, je suis fatiguée, laissez-moi dormir. Mais c'est un peu comme les vivants, c'est-à-dire que des fois, tu as des défunts qui sont insistants. Comme de l'autre côté, ils n'ont pas d'horaire et que parfois certains sont en panique, bah, ils ont besoin qu'on transmette un message. Donc bah, ils viennent t'embêter une partie de la nuit. Des envies de nouveaux formats? Pour l'instant, non. J'ai des idées de formats depuis à peu près 1 an, mais je n'ai pas le temps de les mettre en place. Faut savoir que YouTube ne me rapporte rien, quasiment rien. C'est-à-dire que je gagne pas ma vie grâce à YouTube du tout, hein. On est sur, pour être très très honnête avec vous, on est sur 90 € tous les 2 mois à peu près. Donc c'est pas... Non. C'est pas... En fait, je ne peux pas aujourd'hui consacrer tout mon temps à YouTube pour la simple et bonne raison que bah voilà, j'ai mon boulot à côté. Je fais du 9h-19h la plupart du temps. J'accompagne beaucoup de gens. Il y a je fais des semaines de retraite. Je fais 4 retraites par an. Où là, je suis absolument pas dispo pendant une semaine parce que je suis disponible que pour le groupe que j'accompagne. Il y a aussi voilà, les conférences. Il y a des soirées particulières. Donc même par exemple faire les tournages de vidéos React. C'est des trucs que j'adore faire. Mais je peux pas en faire beaucoup parce que bah, faut que je me pose pendant 3, 4, 5 heures à ne faire que ça. Et j'ai pas ce temps-là. Donc voilà. Peut-être que si un jour je gagne mieux ma vie avec YouTube et que j'arrive vraiment à me tirer peut-être au moins un SMIC ou un petit... rien qu'une enveloppe de genre 800 €, vous voyez, là, je pourrais réduire de moitié mon agenda, mais aujourd'hui, c'est pas du tout possible. Donc, les nouveaux formats pour moi sont pas... Ouais, les nouveaux formats pour moi, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est pas possible. J'ai quelques idées, mais c'est pas possible dans mon planning, ni de maman, ni de femme, ni d'entrepreneur. Trop compliqué. Comment appréhendes-tu les soins avec les enfants? Alors les soins avec les enfants, ils sont très longs, puisque l'énergie que j'envoie pour un adulte ne peut pas être la même pour un enfant, parce que sinon ils vont être extrêmement malades, les petites bichettes. Parce qu'il faut savoir que donc je fais un gros nettoyage au niveau des cellules, et l'énergie pour les enfants doit être envoyée un peu chaque jour. Donc les soins pour les enfants, c'est des soins souvent de confort, c'est des soins où je viens nettoyer voilà, certains organes, certaines émotions, etc., etc. On fait un gros nettoyage. Souvent les parents m'envoient des messages pour me dire c'est ouf, comment il y a un apaisement, il y a une détente, il y a un calme, c'est incroyable. À un moment donné, j'ai eu une maman qui m'a contactée pour sa fille. Et la petite pépette avait, je sais plus, 8, 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, mais là, on a fait un gros nettoyage au niveau de l'utérus parce qu'il y a des mémoires qui sont familiales, qui sont un peu dégueu. Et je lui dis, ne t'inquiète pas si jamais voilà, il y a eu une perte de sang ou le déclenchement des règles. Parce qu'on vient vraiment nettoyer ça, mais plus quoi. Et elle me dit, écoute, c'est incroyable parce que ma fille, elle a déclenché ses règles 2 jours avant. Et ça faisait 10-15 jours que j'étais sur son soin à cette petite fille. Donc, peut y avoir des trucs un peu voilà, surprenants, mais en fait, on vient nettoyer plein d'inconfort chez l'enfant. On vient nettoyer les émotions que eux n'arrivent pas forcément à communiquer de manière, on va dire, saine, sans trop exploser en vol. Et il y a une notion de ramener de la douceur. Parfois, il y a des messages qui suivent avec des vies antérieures ou des messages en lien voilà, avec un grand-père ou un arrière-grand-père ou une grand-mère, un lien avec un aïeul particulier. C'est un peu voilà, une communication que je fais du corps et de l'âme de l'enfant. Il y a des choses des fois que je garde privées
parce que ça appartient à l'enfant et qu'on me dit là-haut que ça ne doit pas être dévoilé aux parents. Donc je le dis toujours aux parents, voilà, on m'a donné une information que tu ne dois pas recevoir, il n'y a rien de grave, machin, nan, nan, pas d'inquiétude, mais voilà, c'est des soins qui durent longtemps parce que ils ont besoin d'avoir plein de petites vagues d'énergie plutôt qu'une grosse vague d'énergie qui est directe et qui peut être un peu perturbante. Préfères-tu travailler seul ou en partenariat? Seul. Seul. Ça me dérange pas de faire des partenariats de temps en temps, mais globalement seul, puisque je sais que si je fais de la merde, c'est sur moi que ça retombe. Quand on travaille avec moi, je suis très facile au niveau du boulot, je suis jamais compliquée. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Je pense que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pourront vous le dire. Je suis hyper malléable, je suis hyper flexible, je m'adapte à beaucoup de choses. On arrive à s'adapter des fois en dernière minute sur plein de trucs. Mais globalement, je préfère travailler seule parce que je n'aime pas que le poids de mon travail soit sur les épaules de quelqu'un d'autre. Quel rêve de petite fille as-tu réalisé? Aucun. Il y a quelques années, je vous aurais dit, j'ai acheté ma maison, je me suis mariée, mais avec le recul, je me rends compte que quand on ne le fait pas avec la bonne personne, bah ça compte plus en fait. Donc là comme ça, tout de suite maintenant, aujourd'hui, là, à la date du jour, il est midi 12, incroyable, midi 12 le 28 octobre 2025, je n'ai réalisé aucun rêve de petite fille. Quelles sont les limites dans ton métier? Pas de magie noire, pourquoi? Alors, faut savoir que la magie noire, c'est pas du tout ma spécialisation. J'arrive à la détecter, je sais quand elle est là, je sais quand il y a un truc qui cloche, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie d'aller, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie voilà, d'avoir dans mon quotidien. Parce qu'il y a des trucs des fois qui sont hyper tordus, etc. Donc c'est pas des trucs que j'aime trop. Quand je n'ai pas le choix, je le fais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui sont impactés par une entité et qui se révèlent plus quand on fait une constellation familiale en présentiel. Et par conséquent, j'ai dû retirer à 2 reprises des entités dans le corps de gens qui étaient prises par une entité. Et ça peut être très impressionnant. Parce que la personne vous parle avec une autre voix. Elle a une force globalement qui est là, hein, qui est là, et un comportement qui est totalement lunaire des fois. Donc voilà, quand je n'ai pas le choix, j'y vais, mais c'est pas le genre de truc vers lequel j'ai envie d'aller. Et après, quelles sont les limites dans mon métier de manière générale? En fait, il y en a beaucoup. Parce que la première limite, ça va être déjà la croyance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ce que je fais ou ne croient pas en qui je suis, mais vraiment en ce que je fais. Il y a déjà plein de gens enfin, il n'y a pas plein de gens. Je mentirais si je disais plein de gens, parce que globalement, vous êtes hyper mignons, hyper positifs, il n'y a que des likes sur mes vidéos, etc. J'ai très peu de dislikes. Mais les vidéos sur lesquelles j'ai le plus de dislikes, c'est sur les reacts. Parce que des gens ne croient pas que c'est possible de voir les défunts et ils pensent que du coup, je m'invente une vie ou des trucs comme ça. Donc, après, c'est leur croyance. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais globalement, les limites, elles sont aussi posées à cet endroit-là. C'est qu'il y a des gens qui vont venir me voir et qui vont faire un soin avec moi, qui vont trouver ça incroyable, qui vont me trouver incroyable, qui vont trouver ça extraordinaire. Et ils vont envoyer leurs potes en disant ouais, vas-y, parce que vraiment ça va te révéler, ça va être incroyable. Et comme la personne est moins connectée à son corps, qu'elle y va parce que juste elle se dit waouh, ma pote a trouvé ça génial, donc j'y vais. Et du coup voilà, la personne s'attend à quelque chose de grandiose, alors que non, moi je fais juste des révélations, je vous communique juste des infos. Il y a des personnes qui sont en mesure de les gérer, d'autres pas. Donc voilà, mais la limite est là. Et puis après, l'autre limite, ça va être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, limiter en fait les personnes qui sont dans une forme de victimisation et qui pensent
que je peux les sauver. C'est ça, la limite de mon travail majoritairement, voilà. C'est les limites que je pose et c'est aussi les limites de l'énergétique indirectement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est vraiment magique et qu'on va tout débloquer et qui en oublient que, bah non, il y a aussi l'expérience humaine, terrestre, karmique, transgénérationnelle qu'il faut vivre et à côté de laquelle tu ne peux pas passer. Et c'est comme ça. Tu peux faire en sorte qu'elle soit plus digérée et que tu la comprennes parce que tu comprendras le lien avec des vies antérieures, tu comprendras le lien avec un arrière grand-père, mais tu ne peux pas en fait, voilà, tu peux pas, on peut pas sauver les gens. Et je pense que c'est ça aussi que beaucoup de gens oublient. Comment s'est décidé le choix de tes prestations? Ça s'est pas décidé, ça s'est plutôt imposé à moi. Et ça s'est imposé parce que une fois j'ai fait un soin à une pote, un peu naturellement en fait, hein, je posais mes mains voilà, sur son front, etc. Et en fait, j'ai du magnétisme, donc comme beaucoup de guérisseurs. Et en balayant les énergies, etc., j'ai vu tout un tas de choses qui étaient ses vies antérieures, enfin, au départ, tu supposes pas que c'est les vies antérieures, tu te dis putain, c'est bizarre, je te vois sur un cheval blanc, mais c'est toi, mais c'est pas toi, mais on me dit que c'est toi, c'est chelou. Et en fait, je lui expliquais que voilà, je la voyais sur un cheval blanc, elle était en train de parcourir des formes, enfin des sortes de plaines. Je la voyais comme dans un pays qui pourrait ressembler à la Mongolie. Et en fait, elle me disait putain, mais c'est fou, je pars en Mongolie dans là 6 mois parce que c'est un pays qui m'appelle et j'ai jamais compris pourquoi ça m'appelait. Parce que donc encore une fois, c'est l'appel de l'âme, hein, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je voyais ces trucs-là et j'ai compris que en fait c'était ma vocation indirectement parce qu'on me l'a dit là-haut et que ça s'est un peu imposé dans ma vie. J'ai pas forcément toujours compris pourquoi et comment, mais ça, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un podcast. Je vous ai déjà expliqué, vous savez, ce truc de quand je suis rentrée au lycée. J'étais au lycée et je suis arrivée en fait le jour de la rentrée, je suis arrivée 30 minutes avant tout le monde parce que ce jour-là, j'ai pas pris le bus, c'est mon papa qui m'a accompagnée. Il m'a déposée au lycée et puis lui a été au boulot dans la foulée, donc je suis arrivée en avance. Et comme début septembre à Toulouse, il faisait pas très très beau, et bah malheureusement, ça caille, je me suis dit, ok, je vais aller me foutre à la cafétéria. À la cafétéria, je suis rentrée dans la cafétéria et il n'y avait que la dame de la cafétéria et moi. Lorsqu'elle m'a vue, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a rien dit du tout. Elle m'a dit, j'avais 14 ans à l'époque, hein, elle m'a dit, tu es voué à faire de grandes choses, tu es voué à aider l'humanité. Il faut que tu ailles dans cette direction-là, il ne faut pas que tu en aies peur. Et en gros, enfin voilà, là où tu seras dans 30 ou 40 ans, c'est parce que l'humanité a besoin de toi. Quand vous avez 14 ans et qu'on vous dit un truc comme ça, vous regardez la personne et vous êtes là. D'accord. La drogue, je sais pas qu'est-ce qui a appris cette dame-là. Et en fait, en parlant un peu avec elle après, elle me dit, bah si, t'es médium, tu as ci, tu as ça, tu as truc, tu as machin, tu as bidule, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et elle m'avait parlé du fait que je ferais des soins karmiques parce que j'aiderais les gens au niveau de leur mémoire cellulaire. Encore une fois, j'ai 14 ans à cette époque-là, je la regarde et je lui dis genre, non mais... lunaire. Lunaire. Et elle me dit, tu me crois pas? Et je lui dis, bah c'est un peu difficile là de croire en ce truc-là, réellement, hein, ça me semble très compliqué. Et en fait, elle m'explique que si je la crois pas, elle peut me donner des infos qui feraient que je la crois. Donc je lui dis, bah vas-y, fais péter tes infos. Et en fait, elle me décrit l'intégralité de ma maison.
Elle me dit, ouais, quand on rentre dans ta maison, machin, face à la porte, il y a une armoire normande, machin, nan, nan, c'est ton père qui l'a ramené de son arrière-grand-mère. Il y a une table avec un vaisselier. À gauche, quand on monte, on va vers la cuisine. Tes parents ont pété un meuble immense qui mettait beaucoup de sombre dans la cuisine, machin, nan, nan. Ta mère n'en a pas voulu, elle a voulu le retirer pour justement, voilà, accueillir de la lumière qui rentre dans la cuisine. Elle m'a décrit toute ma baraque. On ne se connaît pas. Elle me décrit l'intégralité de ma maison. À l'époque, moi j'ai 14 ans, je viens de comprendre que ce que je voyais, ce n'était pas ce que tout le monde voyait, et une meuf que je ne connais pas me balourde ce message-là en plein milieu de la gueule un 1er septembre à 7h30, avant même que j'ai eu le temps de dire bonjour et un thé au citron s'il vous plaît. Donc, c'est des trucs où ça s'est imposé à moi. C'est une dame que j'ai beaucoup recherchée parce que je me souviens de ses mots, je me souviens de son prénom. Donc, je lance un appel. Si jamais il y a Sandra qui passe par là, qui tenait la cafette du lycée Raymond Nave à Toulouse dans les années... ça devait être 2005, 2006, 2007, par là. Eh bien, je te remercie infiniment pour ce message, parce que j'en suis là aujourd'hui. Les plus et les moins de tes dons. Alors, les plus, là comme ça, j'aurais envie de vous dire que j'en vois pas. Parce que pour moi, c'est pas un... En fait, je pense que les gens qui voient des plus... c'est indirectement leur ego qui parle. En mode, ouais, moi je vois l'avenir, nanana. Mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de plus à voir l'avenir, à voir qu'on va rester ou non avec quelqu'un, à voir à quel point nos enfants vont souffrir, à voir qu'on va tomber malade et qu'on va être hospitalisé au printemps prochain, à voir toute la souffrance qu'on peut avoir, à savoir que nos proches vont partir avant l'heure. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... J'y vois pas de plus. Et j'y vois d'autant plus pas de plus que le contact défunt, c'est cool, hein, mais contacter mes défunts à moi, bah c'est chiant, c'est compliqué, j'ai du mal à les avoir. Alors que pour les autres, il n'y a jamais de problème, mais pour les miens, c'est compliqué. Donc, là, comme ça, j'aurais un peu envie de vous dire... ça a un aspect très génial sur voilà, sur le truc, mais il y a un peu ce qu'on appelle ouais, la malédiction du médium. Vous voyez, la malédiction du voyant, c'est le fait de... On a beaucoup d'infos en amont. Que ce soit les prédictions mondiales, que ce soit voilà, la vie de manière générale. Il y a tout un tas d'infos où en fait, j'ai pas la sensation qu'il y ait réellement de plus. Vous le voyez comme un plus parce que vous vous dites « Ouais, c'est extraordinaire, moi j'adorerais ». Je vous assure que non. Vraiment, je vous assure que non. On dort très peu, on se fait énormément attaquer. Vous savez pas le nombre de protections que j'ai dû mettre en place pour pas être attaqué. Et pour pas être attaqué la nuit, je me suis fait attaquer il y a pas moins de 3-4 jours où j'étais sur le dos, où on m'étranglait, on me prenait à la gorge comme ça, et où j'ai tapé contre le mur pour appeler mon chéri, pour qu'il vienne faire une parade, lui, de son côté, pour me sortir de ce truc-là. Donc, en fait, c'est pas... Je pense que le don de médiumnité est peut-être beaucoup... Enfin, je pense qu'il est impressionnant pour beaucoup de monde. Mais je pense que si vous viviez avec, vous ne seriez pas hyper ravis. Voilà. Je suis désolée, je casse un mythe, mais c'est une vérité. Est-ce que je suis la seule de ma famille alors, à être là où je suis et à faire ce que je fais, oui. Mais mes parents, mon père, ma mère sont clairsentients tous les deux. Ma sœur, elle a une clairsentience, un clair-ressenti et une clairvoyance, mais elle n'est pas dans ce domaine-là.
Et il n'y a pas si longtemps, on a discuté avec mon papa parce que il est venu en vacances chez moi et il m'expliquait que le frère de mon grand-père qui s'est donné la mort il y a beaucoup d'années, puisque je ne l'ai même pas connu, je sais même pas si mon père l'a connu. Donc pour vous dire, hein, il s'est donné la mort il y a très longtemps. Ils ont retrouvé beaucoup de ses affaires et dans ses affaires il y a un chapeau de sorcier. Et il y a énormément de livres ésotériques dans lesquels il a pris des notes au crayon à papier dans la marge. Et donc j'ai dit à mon père que ça m'intéressait énormément de récupérer un jour, si j'avais la possibilité de récupérer ces livres-là, parce que j'aimerais savoir le pourquoi du comment. Et on s'est posé la question avec mon père de si éventuellement peut-être il ne s'était pas donné la mort justement parce que il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas et qui pensaient possiblement être fous. Quel est le moment le plus heureux de ta vie? Je pourrais pas dire que j'ai un moment de ma vie qui est en mode waouh, incroyable, extraordinaire, truc de fou, joie immense, intense, tout ça. J'ai plein de petits bonheurs quotidiens. Parce que les petits bonheurs quotidiens, je trouve que c'est trop cool. Et ça peut être un thé chaud, comme juste une plâtrée de pâtes au pesto avec un monticule de parmesan dessus. Tout comme ça peut être genre juste je bosse depuis des heures, mon chéri qui m'apporte un cappuccino et qui me fait un bisou. Donc c'est des trucs où j'ai plein de petits moments de joie. Je pense que les moments où je suis le plus en paix, je dirais plutôt ça, comme ça. Mais je pense que c'est quand je suis en mer, en fait. Quand je suis plus les pieds sur la terre et que je suis dans la flotte. Puisque, en fait, je suis pas je suis pas une extrême sportive. Je l'ai été très longtemps parce que j'ai fait du handball avec la fille de l'entraîneur de France de l'équipe de handball masculin. Donc, coucou Laura, si tu passes par là. On a fait beaucoup de hand ensemble. J'ai été beaucoup dans ce truc de sport pendant des années. Et en fait, j'ai arrêté le sport quand je suis tombée enceinte de ma fille. Et je n'ai pas forcément repris une activité sportive. Ça me saoule globalement les activités sportives, sauf les activités nautiques. Donc j'ai pas de mal à aller faire du kayak, j'ai pas de mal à aller faire du snorkeling. Snorkeling, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est tu as un tuba et un masque, des palmes et tu nages, tu vas voir les coraux, tu plonges, etc. etc. J'adore faire du bateau, j'adore me poser dans des criques, descendre, aller nager, etc. On a des passions galets avec ma fille où on remonte tout un tas de galets qu'on ramène sur le bateau. Donc je pense que les moments les plus heureux, c'est ceux-là, c'est les moments que je peux partager avec ma famille dans une activité que j'adore. Et j'ai un goal pour 2027 d'un point de vue nautique, c'est faire du paddle. Mais pour faire du paddle, il faut que je perde du cul. Donc, je me suis mis cet objectif de un jour faire du paddle. Parce que, j'adore faire du kayak, j'adore être en mer, j'adore faire du snorkeling, j'adore faire de la plongée sous-marine, mais j'ai envie de faire du paddle. Le rêve d'une vie. Arrives-tu à lire les zones de génie pour toi et pour les autres? Oui, seulement quand on s'en rapproche. C'est-à-dire que les gens qui en sont totalement éloignés, on ne me montre pas forcément la zone de génie parce qu'il faut d'abord qu'elle se révèle chez la personne. Mais quand la personne est dans sa zone de génie, je peux dire qu'il est au bon endroit ou qu'il lui manque très peu pour y arriver ou qu'il faut qu'il mette ça en place pour être pleinement dedans. Comment tes clairs se sont manifestés? Comment as-tu découvert tes dons? Ils sont là depuis toujours. Donc j'ai jamais vécu sans. Je me suis rendu compte que je voyais des trucs parce que j'ai été toute seule à les voir. Genre, c'est pareil, c'est ce que je vous explique dans le podcast que j'ai fait sur mon histoire à moi.
où je vous explique que bah voilà, quand tu arrives 5 minutes en retard parce que tu sais que le bus aura 5 minutes de retard, et que tous les autres gamins te disent non mais là t'as failli louper le bus, nanana, et toi tu te dis bah non, vu qu'il va arriver à 8h02 au lieu de 7h58, et bah t'as tout le monde qui te regarde en mode d'accord. Et comment tu sais ça? Bah un peu comme si le mec du bus m'avait envoyé une notification, quoi. D'accord. Donc c'est des trucs où, bon, voilà. Je vous ai parlé dans le podcast du fait que je savais que mon arrière-grand-mère allait décéder. J'avais vu une maison que je connaissais pas, je voyais qui décrochait le téléphone, je savais qui appelait et pourquoi on appelait. Et en fait, lorsque je devais avoir 8-9 ans quand ce truc-là est arrivé, et j'ai dit à... Je sais pas si je l'ai dit à mes parents ou pas, mais je sais qu'on en avait parlé avec ma sœur, parce que elle aussi, elle l'avait vu, mais elle l'avait vu d'une manière différente de moi. Et à un moment donné, le téléphone sonne, c'est ma grand-tante qui décroche, celle que j'avais vue dans mon flash. Elle s'effondre au téléphone, ma grand-mère arrive derrière en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et tout le monde s'effondre dans la cuisine parce que voilà, et c'était bien une maison que je connaissais pas puisque je suis allée qu'une seule fois dans cette maison et c'était la maison de la sœur de mon grand-père. Donc, comment se sont révélés mes clairs et comment ils se sont manifestés, je saurais pas vous expliquer, je saurais pas vous donner plus de détails que ce que je vous ai déjà dit, vu qu'ils sont là depuis toujours. Ma plus belle expérience de vie. Alors, ça dépend. Ça dépend ce qu'on considère comme une expérience. Parce que il y a plein d'expériences que j'ai vécues dans ma vie que je considère être des expériences lourdes, mais révélatrices de ce que je suis, de ma résilience, de ma tolérance, de mon amour pour l'humain. Mais elles sont lourdes. Et elles sont trop lourdes pour que je vous en parle là en FaceTime sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être censurées de ces expériences de vie-là. Je pense que si je devais vous parler de la plus belle expérience de vie que j'ai, c'est c'est deux gros signes de l'univers. Puisque en fait, alors faut savoir que j'étais fleuriste avant le métier que je faisais là, mais je faisais déjà du contact défunt et je faisais déjà des soins. Il y a beaucoup de des prestataires qui me connaissaient, qui savent ce que je faisais, qui savaient que tôt ou tard je partirais dans cette voie-là. Beaucoup de mes clients aussi à l'époque. Et il y a, il y a eu ce truc un peu de révélation incroyable. C'est que faut savoir que quand on est amené à être dans ce métier-là, et notamment parce qu'on est chaman, la vie nous pousse, et nous met plein d'expériences de vie où on est malade, où on est à deux doigts de mourir à chaque fois. Spoil alert, j'ai failli mourir 5 fois dans la totalité de ma vie. Donc, comment vous dire, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas voilà. Et je demande un jour, on est en voiture avec mon chéri, on va se balader avec ma fille, etc. Et on est tous ensemble dans la voiture. Et je dis à mon chéri que je sais pas pourquoi l'univers me pousse à aller vraiment vers le soin, mais que je me vois pas abandonner mes fleurs, je me vois pas abandonner mes clients, mais en même temps, voilà, je sens que je n'ai pas le choix que d'aller dans cette direction-là. Mais j'ai pas une motivation de l'extrême en fait à y aller. Et en même temps, la vie me fout entre guillemets tout un tas d'éléments sur la route depuis près de 10 ans. En me disant qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Et moi, je suis là, non, pas envie. Pas envie parce que, qu'à l'époque, j'assumais pas franchement d'être la folle du village. Maintenant aussi, complètement, je suis totalement ok avec ça. Mais à l'époque, c'était compliqué pour moi et c'était
d'autant plus compliqué que je le voyais en fait avec les réflexions des autres et leurs réactions physiques face à moi. Parce que des fois, quand il y avait voilà, des petits papis ou des petits mamies qui venaient pendant que moi j'étais en train d'installer les fleurs pour les marier et que on me voyait parler avec quelqu'un, enfin avec personne, parce que techniquement pour les autres il y a personne, mais moi je parlais avec la personne. Et une fois j'ai été surprise par la mariée qui me dit « À qui tu parles ?» Et je me suis retournée naturellement, je dis « Bah à ta grand-mère ». Et j'étais là, je fais « Ah putain, quelle connerie j'ai pas fait ». Et elle me regarde en mode mais ma grand-mère, elle est partie ?» Je fais « Oui, je sais. Elle s'appelait comme ça, et elle me dit ça, et elle me dit ça. Elle me dit qu'elle est très contente que tu aies choisi tel bac dans telle boutique, parce que si, parce que ça, parce que truc. » Et là, je vois la mariée qui s'effondre, elle était trop contente. Enfin, vraiment trop contente, mais elle est partie pleurer dans son coin. Et elle est revenue à moi plus tard, et elle m'a dit « Écoute, je suis bouleversée par ce que tu viens de dire, parce que je me pose la question depuis plusieurs mois de savoir si ma grand-mère serait là. » Et je dis « Oui. » Et elle t'a demandé de laisser une place au premier rang à la cérémonie laïque. Et il y aurait un papillon dessus qui viendrait se poser, un papillon orange. Et en fait, elle me dit, purée, tu vois, elle me dit, j'ai eu cette idée-là de mettre un siège vide au premier rang, qui serait un siège réservé à ma grand-mère. Et elle m'a envoyé un message peu de temps après la cérémonie. Elle m'a dit, il y a un papillon orange et noir qui est venu se poser sur le siège. Et donc ça fait partie des trucs, vous voyez, où je me dis, ok, bah ça, c'est des belles expériences de vie. Et quand ces trucs-là ont commencé à s'accumuler, j'ai demandé un signe à là-haut, j'ai dit, voilà, est-ce que je dois aller pleinement vers le soin et abandonner mes fleurs pour être pleinement dans le soin? Et alors là, mais là, et j'ai demandé à là-haut, je dis, je veux un signe. Je dis, mais je veux pas un petit signe, je veux un signe. Je veux un signe de fou, quoi. Je veux un signe que je peux pas louper. Et donc, on est toujours en voiture avec voilà, mon chéri, ma fille, etc. Et je pose cette intention-là. Et au détour d'un virage, un cheval blanc en plein milieu de la route. Sans licol, sans harnais, sans tapis, sans rien du tout. Cheval qu'on pourrait... et on regarde autour, on se dit, putain, il n'y a pas un haras au bord du bousin, quoi. À qui est ce poney, quoi? Et quand on le croise, mon chéri, il me regarde, il me dit, putain, il est là ton signe, quoi. Et là, je comprends que, ouais, on m'a répondu et qu'on m'a fait un signe qui était évident parce que c'était la voie vers laquelle je devais aller. Et je vous parle de ça, c'était il y a... Je sais pas, il y a 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ça devait être il y a... Non, ça devait être il y a 8 ans et demi. Ça devait être il y a 8 ans et demi parce que ma pépette était bébé. Donc ouais, ça remonte un peu, ouais. Ça remonte un peu. Il y a eu aussi cette notion, et là, ça, je vous parle, c'était il y a 1 an, parce que là, on est, ouais, un peu moins d'1 an, parce que c'était vers Noël dernier. Faut savoir que vers Noël, moi, il y a la date anniversaire où ma fille m'annonce quelque chose d'atroce. Et c'est une période que j'ai beaucoup de mal à gérer parce que l'intégralité de mes mémoires cellulaires sont réveillées et mon corps se met à trembler. Et donc, je dis à mon chéri que voilà, j'ai besoin qu'on se fasse une soirée toute douce avec des trucs cocoon, avec des trucs vraiment qui m'aident bien. Et donc, j'explique que je vais aller faire des courses. Ma fille me dit, je viens avec toi. On part toutes les deux faire les courses. Et en fait, à un moment donné, à la radio, il y a une musique qui passe, qui est une musique qui me déclenche. Quand je l'entends, je me mets à pleurer directement. Et elle me regarde et elle me dit, pourquoi tu pleures, maman? Et je lui dis, tu sais, je pense que maman, elle est fatiguée. Parce que je trouve que le temps est long. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont pas justes. Et j'aimerais bien qu'on me dise là-haut que j'ai la force de surmonter tout ça. Parce que là, je suis juste fatiguée, j'en ai marre et j'ai envie que ça se termine. Et donc, on va faire les courses, etc. Donc, il faut savoir qu'il fait nuit, hein, évidemment. On va faire les courses vers 19h.
On est dans la pénombre totale et en fait, à ce moment-là, j'ai baissé le son de la musique parce que voilà, on papote un peu à voix basse avec ma fille. Et elle était sur le fauteuil passager. Et en fait, elle pose sa main sur ma main droite. Là, j'ai la main sur le levier de vitesse. Et elle pose sa main sur ma main et elle me fait Maman. Elle me dit je crois que c'est le signe que t'attendais. Et vraiment, on a vu un troupeau de sangliers avec vraiment les pères, les mères, les marcassins, enfin une cinquantaine de sangliers qui couraient dans le champ qui était à côté de nous. Je lève le pied évidemment et les 50 sangliers traversent devant la voiture. Et il y a une maman qui s'arrête avec son marcassin, qui nous regarde et qui repart. Comment voulez-vous que je ne trouve pas cette scène-là comme la plus belle expérience de ma vie, parce que c'est un message incroyable, puisque lorsqu'on regarde la signification du sanglier, ça parle de force, ça parle de résilience, ça parle d'avoir la force de tout combattre sur son chemin, parce que une maman sanglier, on le sait, c'est ce qu'on craint de croiser des fois, comme les mamans ours, on craint de croiser ces bestiaux-là en forêt, en se disant « Oula, oula, oula !» Genre, si je croise le père, ça va, mais si je croise la mère, je vais me faire démonter. Donc ça fait partie des expériences les plus belles que j'ai en termes de signes, parce qu'après, les expériences de vie sont des expériences qui sont compliquées. Peut-être que je vous en parlerai un jour sur YouTube, mais je ne pourrais pas employer tous les mots que je voudrais employer. Comment avoir confiance en ses ressentis positifs, négatifs, d'essai? J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Dans tous les cas, votre confiance sera alternée tout au long de votre vie. Moi aussi, encore aujourd'hui, il y a des fois où je me dis, putain, est-ce que je suis juste dans ce que je dis? Lorsqu'il y a des personnes dont je connais trop la vie, je ne tire plus les cartes pour elles, parce que je suis trop impactée, que je connais trop leur histoire. Mais essayez juste d'être dans le truc de vous dire que le message que vous transmettez, c'est le message que vous transmettez. Ce que je vous ai dit en fait au début de vidéo, le message que vous transmettez, c'est le message que vous transmettez. Qu'on veuille l'entendre et ou pas, c'est le message que vous transmettez. Et ça aura toujours une justesse dans ce que vous apportez. Comment t'es-tu retrouvée en Bretagne? Alors, faut savoir que une bonne partie de ma famille est bretonne, puisque j'ai un nom de famille breton. Mais mes grands-parents sont partis vivre à Paris quand ils étaient jeunes, parce qu'ils ont un métier qui nécessitait d'être à Paris à l'époque. Mon père fait le même métier que mon grand-père, et donc en travaillant dans l'aéronautique, quand il y a eu tout Airbus qui a été créé à Toulouse, mes parents ont déménagé sur Toulouse. Et donc, j'ai déménagé sur la région toulousaine parce que, évidemment, quand t'as 8 ans, t'es pas en train de dire « Ouais, moi je connais habiter à tel endroit !» Donc, je suis née à Versailles, j'ai vécu à Toulouse et en 2016... j'ai cette révélation du il faut que j'aille en Bretagne, c'est viscéral, il faut que j'aille en Bretagne, il faut que je rentre à la maison, il faut que j'aille en Bretagne. Mon compagnon de l'époque me regarde un peu en mode d'accord, ok, il sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. On fait des vacances en Bretagne, on vient faire une semaine en Bretagne et en fait je m'arrête devant un paysage et je me dis ok, je suis chez moi. C'est chez moi, c'est ma maison. Vraiment, je suis prise d'émotion, je me mets à pleurer, c'est chez moi. Vous voyez, c'est vraiment ce truc du « je suis chez moi, enfin ». Et on redescend dans le sud, on organise l'intégralité de notre départ pour la Bretagne. Et j'en parle à peu de personnes parce que je pars un peu sur un coup de tête, etc. Mes parents, je pense qu'à ce moment-là, n'y croient pas vraiment que je puisse déménager si loin. Mes grands-parents sont même pas au courant. Et en fait, j'en parle quelques temps après avoir emménagé en Bretagne, j'en parle avec mes grands-parents et je dis on a déménagé du coup sur telle région en Bretagne et mon grand-père me dit mais attends, c'est fou,
parce que l'endroit où tu habites, à 20 minutes de là où tu habites, tu as ton arrière-arrière-arrière-grand-père qui est enterré. À tel endroit, donc à 10 minutes de l'autre côté, c'est un endroit où on allait énormément quand tu étais petite en vacances. À tel endroit, donc à encore 20 minutes de route de là où j'habite, il y a ça. Et en fait, plein de parallèles comme ça. Donc pour moi, je me suis retrouvée en Bretagne parce que c'était un appel de l'âme à y retourner, mais c'était aussi quelque chose qui venait guérir ma lignée que d'y retourner. Aujourd'hui, j'ai du mal à quitter le Finistère, très honnêtement. Dès que je passe le panneau Penarbed, je suis en larmes, j'ai l'impression que je vais jamais revenir. Donc je pense que ça réveille des émotions en lien avec un ancêtre qui a dû quitter le Finistère et qui n'y est jamais revenu et qui a dû se délocaliser parce que le travail ou j'en sais rien. Mais voilà, je suis bretonne, je suis pas née en Bretagne, mais je suis bretonne 100% pure souche. Je vais pas vous parler breton parce que ce serait un massacre, mais voilà. Pourquoi Shamanic Whale? Shamanic Whale parce que chamanique, parce que voilà, j'ai du mal encore une fois à mettre l'étiquette de chaman sur ma tronche, mais c'est ce que je suis et il va falloir à un moment donné que j'accepte que je suis chaman, mais c'est très difficile pour moi de le dire, de le mentionner, etc., etc. Et pourquoi whale? Parce que whale, c'est la baleine. La baleine, en fait, c'est un animal qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Je ne l'ai pas choisi pour ma corpulence, hein, même si elle et moi, on est très proches. Mais il y a une notion de descendre dans les abysses. Pouvoir accéder vraiment à la profondeur des abysses, descendre dans les abysses. Et en fait, c'est surtout pour ça qu'elle est venue à moi pour le nom du coup de ma boîte, parce que y a cette notion de vous aider à aller chercher dans les abysses. Ce qui n'est pas forcément toujours ni agréable ni confortable, mais voilà. Est-ce qu'un rêve peut être un message de nos guides? Ah, alors celle-ci, elle s'est perdue. Excusez-moi, elle aurait dû être posée avant. Est-ce qu'un rêve peut être un message de nos guides? Oui et non, indirectement, c'est plus un message de ton inconscient, mais on peut dire que c'est un message qui est transmis via tes guides pour t'indiquer qu'il y a quelque chose à aller traiter dans cette direction-là. Et enfin, 5 faits qu'on ne soupçonnerait pas chez toi. 5 faits qu'on ne soupçonnerait pas chez moi. J'ai eu des rats. Je trouve ça passionnant comme animal. J'ai eu des rats. Si j'en retrouve, je vous mettrai une photo juste là, excusez-moi, je touche le micro, des ratatouilles que j'avais. Je trouve ça fascinant comme animal, je trouve ça passionnant à regarder. Ils sont extrêmement intelligents. Je comprends que ça puisse dégoûter beaucoup de monde, mais je les trouve si mignons. J'adore les rats. Quoi d'autre ? J'ai chanté sur une scène à l'âge de 14 ans devant 1000 personnes pour un concert qu'on a repris avec mon prof de batterie de l'époque. Donc voilà, je chante, mais je ne le montre pas. Je ne le montre pas. Je suis timide. Autant il y a des choses que j'ai pas de mal à faire, autant chanter devant des gens, c'est très compliqué pour moi. Un fait insoupçonné. J'ai mon permis moto depuis 2013. Je suis la première de ma famille à avoir passé mon permis moto. Quoi d'autre? J'ai beaucoup de TOC. Je suis neuroatypique et je suis toquée de beaucoup de choses, mais ça ne se voit pas parce que je les cache très bien. Mais quand je suis dans un environnement dans lequel je me sens bien et en confiance, et du coup, j'ai mes tocs chelous et ça fait marrer beaucoup de gens. Coucou Julie si tu passes par là, coucou Amélie si tu passes par là. La meuf toquée qui fait plein de trucs chelous à table parce que dernièrement il y a eu le salon du bien-être et que j'ai été prise en flag en train de faire mes trucs de toquée chelous. Et du coup
Du coup, ça les a beaucoup fait marrer. Et moi, j'étais là en mode, oui, excusez-moi. Oui, je suis bizarre, laissez-moi. Et après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai été prise en droit. J'ai été prise en droit quand j'étais en terminale. Je devais faire une école de droit, une fac de droit. J'ai été prise en droit parce que mon année scolaire était globalement bonne. Donc, j'ai été prise en droit parce que à l'époque, je voulais devenir procureur et je n'ai pas eu le bac. Je n'ai pas eu le bac du tout puisque j'ai foiré 3 épreuves qui étaient avec un coef sa mère, comme on dirait. Un énorme coef et je l'ai foiré monumentalement. Je l'ai tellement foiré que je n'ai même pas été au rattrapage. Donc j'ai été prise en droit à l'école de droit, à la fac de droit de Toulouse, mais je n'y ai jamais foutu les pieds parce que j'ai pas eu mon bac. Donc voilà, j'ai redoublé ma terminale et l'année d'après, j'étais prise sur dossier en art appliqué à l'école du Mirail de Toulouse, à la fac du Mirail de Toulouse. Voilà pour cette petite FAQ. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me donner des sujets, je sais pas, des sujets que je pourrais traiter en podcast ou en face cam, qui pourraient être intéressants. Je pense que je prendrai parmi les commentaires qui sont genre les plus likés. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos, mais ça serait quelque chose de très court, trop court. Et je ne me vois pas vous faire des vidéos qui durent 5 minutes juste pour parler d'un petit sujet pendant 5 minutes. À voir si c'est un format qui pourrait vous intéresser. Genre on fait un format très court où je parle d'un truc voilà, pendant 5-10 minutes. Et voilà, tenez-moi au courant. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et soyez doux avec l'humanité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.